cette partie grand public qui interroge énormément. Voilà, donc chacun peut relier avec ce qu'on a dit avec Jérôme, c'est-à-dire quelle est l'intention, quelle est la question de la traçabilité, de l'explicabilité, et puis les 4 principes que tu as cités tout à l'heure. Jérôme, on a un peu de recul désormais sur nos concitoyens, sur leur manière de se comporter avec des outils numériques, de se comporter dans l'espace public, ne serait-ce qu'avec les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont mûrs pour affronter les prochaines étapes, dont celle de l'utilisation des intelligences artificielles de manière plus massive encore, même s'ils le font déjà d'ailleurs, sans forcément le savoir aujourd'hui? Absolument pas. Enfin, sans dédramatiser, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi il a fallu presque 20 ans pour que la tendance de dire il faut mettre de l'éthique maintenant, un peu comme l'environnement durable il y a quelques années dans les entreprises, il y a une prise de conscience qui a été faite, mais avec 20 ans de retard. Parce qu'en fait, c'est tant que l'usage, moi je crois beaucoup à la valeur d'usage de la technologie. Parce que finalement, tant qu'une technologie, on parle de la blockchain, etc., de concepts et tout, mais tant que ça n'impacte pas le quotidien d'une personne, d'un professionnel de santé, ou pour la médecine ou pour ailleurs, finalement, on le prend pas au sérieux, ou on se dit bah ça ne nous impacte pas, et on regarde pas, on se projette pas dans le temps en réfléchissant aux répercussions, à l'impact que ça peut avoir pour soi, pour son métier, ou pour la société dans l'ensemble. Et en fait, l'esprit du principe de précaution, c'est ça. C'est se dire, bah, pourquoi vous voulez réfléchir aux enjeux, aux risques éthiques si vous ne pouvez même pas vous projeter sur les conséquences que ça peut avoir, parce que finalement, ça ne vous impacte pas dans votre quotidien. C'est tout à fait naturel de raisonner comme ça. Donc, je vous donne un exemple. Bon, moi, je suis originaire plutôt là, en ce moment à Toulouse, donc c'est plutôt l'aérospatiale et l'aéronautique. Donc, je peux vous faire la même chose, pas avec la voiture autonome, mais avec l'avion autonome. C'est quelque chose qui peut faire peur parce que il y en a qui aiment pas du tout voyager en avion parce que c'est le mythe d'Icare, je ne sais pas, en disant alors que c'est presque le transport le moins risqué au monde, quoi. Donc ça, il faut prendre en conséquence. J'ai un de mes neveux qui vient d'avoir il y a quelques années, il y a un an, son pilote de brevet d'avion. Et il me disait, mais Jérôme, donc ils font beaucoup de simulations hein, en termes en essais réels, etc. Et il me disait, mais Jérôme, il y a encore, tu sais que moi j'ai appris sur une simulation où en fait c'est l'avion qui à 95% est autonome du démarrage à l'atterrissage du trajet. Et c'est tout à fait normal en fait parce que c'est très facile. La voiture autonome sur l'autoroute, peut-être qu'on la verra et qu'elle sera performante et ça fonctionnera. La voiture autonome en ville avec tous les paramètres totalement inappropriés ou qu'on ne peut pas réfléchir ou on ne peut pas y penser, je pense que ça va être très très compliqué. Je ne dis pas que ça sera impossible, mais ça va être assez parce qu'on ne peut pas toujours l'esprit de l'environnement. On ne peut pas anticiper et encadrer tout l'environnement possible imaginable pour réfléchir à comment la voiture ou le moyen de transport va réagir pour telle ou telle situation. L'avion, bah, le cadre environnemental est totalement facile à maîtriser. Finalement, on peut vite paramétrer. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que cette simulation, c'est la machine à 95% et on lui apprend juste à dire la machine a le bug et vous reprenez la main en tant que pilote pour faire en sorte que l'avion arrive à bon port ou régler la situation. Il y a encore 1 an et demi, 2 ans, c'était l'inverse. La simulation faisait que c'était la machine qui reprenait la main sur le pilote. Donc on a déjà, vous voyez bien, on a déjà modifié finalement le rôle ou les missions de tel ou tel acteur. Alors, on Alors, parlait de... il est clair que demain, si on prend un avion et qu'il n'y a pas de pilote à bord, le sentiment de sécurité ne sera pas le même, quoi Alors, qu'il arrive, oui, hein, et quel que soit le niveau de sécurité. Et donc, il y a un facteur rassurant d'avoir des humains, et oui. sans recours humain, effectivement, il y a un rejet de la Mais technologie. est-ce que c'est... Je pense que c'est plutôt rassurant d'un point de vue de son inconscient. C'est-à-dire qu'on prend un exemple. À la base, je suis originaire vraiment de Lyon. À Lyon, il y a plus de 40 ans, on a eu les premiers métros automatiques sans chauffeur. Ça a posé zéro problème en termes de fantasme, de psychologie ou de drame, parce que finalement, c'est un endroit clos, un tube, etc. Ça fait pas trop peur. Et puis là-dessus, vous vous disiez, bah, finalement, c'était dans la suite logique des choses, quoi. Mais vous prenez d'autres exemples, vous vous dites, je ne sais pas, si vous prenez en compte le fait que les nouvelles technologies avancent, évoluent, c'est dans l'histoire, dans le sens de l'histoire.
Finalement, quand vous voyez par rapport aux différentes révolutions industrielles, il y a toujours un changement de paradigme et de comportement, de droit qui apparaît, d'éthique aussi au fur et à mesure. Et en fait, c'est ça qu'il faut prendre conscience de ça. En termes de formation, d'un point de vue pragmatique, ce qui est important, je pense, en prise de conscience, nous, c'est ce qu'on essaye de faire, moi, avec ma société Goodalgo, en tout cas, c'est de développer pour les professionnels, mais aussi pour les citoyens. Et donc, du coup, nous, ça peut être, on propose aux entreprises des vraies solutions. D'ailleurs, j'ai développé le premier référentiel autour de l'éthique du numérique pour justement que ça soit appuyé sur un label, une labellisation qui permet de donner du sens, de la confiance, de la transparence et donc de la sécurité vis-à-vis de la société ou des potentiels clients. Parce que finalement, moi je l'avais fait dans le domaine de la médecine parce que la donnée personnelle, elle est sensible encore plus quand c'est l'intégrité de la personne. Et donc elle a du poids. Et donc, moi, je me disais tout simplement, comment on peut faire confiance à cette médecine de plus en plus numérisée si on ne peut pas évaluer l'impact et le comportement éthique, finalement, avec des valeurs humaines autour de ça. Ça peut être aussi des formations, oui. Vous avez une question ? Et puis après, on embrayera sur les entreprises et la manière dont elles le prennent en main, les choses. En fait, je me permets de vous arrêter parce que je pense que toute la discussion qu'on est en train d'avoir, elle tourne autour de plutôt comment est-ce que la société peut faire de l'éthique autour de l'IA. Je pense pas tant comment est-ce que l'IA elle-même est-elle éthique. Voilà. Moi, par exemple, une question toute bête que je me poserais, est-ce qu'on a posé cette question, par exemple, tout simplement à ChatGPT? Est-ce que si je posais la question à ChatGPT, pourquoi l'IA a-t-elle besoin d'éthique, est-ce que vous êtes allé chercher cette réponse-là? Est-ce que vous l'avez fait vous-même? Non, pas encore. Alors, moi, je crois qu'il y a deux choses. La vraie question, c'est... Moi, je considère que ChatGPT est un outil d'aide. Donc, il n'y a pas de sens à demander à une machine sa question d'éthique parce qu'on n'est pas dans une IA qui pense. Donc, quelque part, et Jérôme l'a très bien dit, mais dans ChatGPT, il y a des choses extraordinaires sur l'innovation technologique. Et comme l'a dit David, c'est une très belle démocratisation de l'IA. Moi, ça fait 7 ans que je travaille sur ce qu'on appelle l'économie des transformers. C'est le T de GPT. Ce qu'on appelle des rôles modèles. Moi, je suis absolument impressionné que le monde entier ait adopté ChatGPT. C'est extraordinaire. Moi, je m'amuse, ça aide mon métier. Mais quand on voit tous les biais qui sont transportés par ChatGPT et qui ne sont pas du tout critiqués, c'est assez incroyable. Deuxième chose, pour répondre un peu à votre question, au début de votre intervention, ce qu'il va falloir regarder, c'est le règlement européen, l'IA Act. Moi, je l'ai dit dès qu'en novembre, publiquement, en novembre de l'année dernière, ok, tout le monde s'amuse à tester les serveurs gratuits de ChatGPT, mais on verra ce que dira les CNIL, donc notamment la CNIL française, et le futur règlement européen qui a pour ambition de fédérer entre guillemets les CNIL des pays. On verra, le match est tout à fait ouvert. Et je crois que ce qu'il faut regarder, c'est la potentialité technologique, ce que ça apporte dans les cas d'usage de l'entreprise. Et effectivement, comme vous l'avez dit, sur l'éthique, la question, c'est pas de demander à une machine ce qu'elle pense d'éthique, parce qu'elle dira bien ou pas bien de ce que pensent les algorithmes, enfin, le travail des algorithmes. La vraie question, c'est quel type de société on veut. Moi, je reviens sur mon exemple de l'économie de l'attention. Et pourtant, je pense que justement, vu que, par exemple, un outil comme ChatGPT va mettre l'emphase sur ce que la société va penser et mettre, de manière un petit peu plus générale, ça serait intéressant de savoir ce qui peut en ressortir. Ah bah, moi, j'avais proposé très concrètement, on a fait un collège scientifique pour la pandémie. Chaque pays a fait son propre collège scientifique. Pourquoi? Quand on a des belles innovations, et pourtant, moi, je sais que je suis vraiment pour l'innovation. Quand il y a des changements de paradigme, pourquoi on ne se donne pas 3 mois de moratoire, qu'on ne crée pas un collège scientifique de 250 experts? Il y en a beaucoup ici aujourd'hui. Et je salue les gens d'Aleia qui essayent de développer aussi cette IA éthique sur un traitement de données souverain et tout ça. Pourquoi on ne se donne pas les moyens pendant 3 mois de mettre, je veux dire, en frozen zone, donc au frigo, et après, une fois que les experts ont regardé, pourquoi on ne l'ouvre pas au public? Vous voyez, c'est des choses qu'il faut regarder, mais c'est pas facile à expliquer tout ça. Oui, mais là, alors, tu parlais de l'IA Act. Ça tombe de rue, si je puis dire. Les pouvoirs publics ont pris les devants, en quelque sorte. Quand on est dirigeant d'une entreprise, comment on s'empare du sujet concrètement? Qu'est-ce qu'on met en place pour élever son entreprise et ses collaborateurs?
Alors moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a déjà une réflexion globale où les dirigeants doivent inciter d'abord à ne pas interdire, mais à expérimenter. Mais je dis bien expérimenter, c'est-à-dire pas industrialiser, c'est-à-dire tester, faire cette exploration. On fait beaucoup dans l'IA. Et deuxièmement, effectivement, c'est de rentrer dans la mise en place des principes que nous avons énoncés. Les grands principes de la technologie humaine qui sont quand même repris depuis 50 ans, depuis la Seconde Guerre, que j'ai évoqué tout à l'heure, et de se dire que voilà, comment on garantit la primauté humaine, comment on garantit cette explicabilité, comment on garantit les conditions de l'affaire. J'ai parlé de l'économie de l'attention, on peut aussi parler de l'économie des travailleurs pauvres autour de l'IA. Je ne cite personne, mais combien de big tech aujourd'hui utilisent les services des pays les plus fragiles pour étiqueter des images et ce type d'action. Alors après, on peut dire que ça crée toujours des emplois, il n'y a pas de sous-emploi, on est complètement d'accord, mais c'est dans la condition qui sont faites. Donc voilà, donc les questions, c'est de dire, voilà, entreprendre des vrais débats de réflexion. C'est véritablement le positionnement de la Poste aujourd'hui à travers sa charte éthique IA qu'on essaye de déployer. Ça fait 2 ans qu'on l'a mis en place. C'est le positionnement de l'entreprise à mission que représente la Poste. C'est ce que nous faisons chez DocaPost, de promouvoir ce numérique de confiance, cette IA de confiance. Après, moi, pour être très concret dans ta question, David, c'est que ça prend du temps, c'est que voilà, il faut se former. C'est pour ça que, avec Anerio, nous avons décidé de créer pour l'école de l'IA des cours d'éthique algorithmique. C'est pas pour se dire qu'on a envie de faire la philosophie. Vous voyez bien, ce matin, vous venez pour un événement technologique, on n'arrête pas de parler de philosophie, on parle de Léonard de Vinci. Et moi, je dirais juste une phrase pour paraphraser ce qu'a dit Jérôme en citant Léonard de Vinci, c'est Jean Guiton qui disait il faut penser en homme d'action et agir en homme de pensée. Voilà le travail aujourd'hui de ce que c'est qu'un développeur, quoi. En tout cas, ça m'invite quand même à vous dire qu'il faut rester développeur, quoi. Est-ce que c'est une citation qui s'applique au comité de direction, Jérôme, avec lesquels tu peux œuvrer? Oui, tout à fait. Et puis après, il y a quelque chose qu'il faut pour revenir aussi par rapport à l'esprit de dire, chaque éditeur, finalement, au constructeur de voitures, peut avoir sa propre éthique, et on prend la situation que Guillaume a très bien expliqué ou décrit sur quel choix va faire telle ou telle voiture. J'ai envie de dire aussi, à un moment donné, je pense sincèrement que ça va être la loi du marché qui va faire en sorte que telle stratégie éthique par rapport à, pour les transports autonomes ou pas, vont se déployer ou pas. Je vous donne un exemple tout bête. Demain, il y a 2 marques, sans citer différentes, de voitures qui construisent leur propre éthique sur la sécurité ou pas, à ce qu'ils privilégient le dégât matériel de la voiture ou l'espèce humaine en tant que dans l'habitacle ou en dehors. Admettons, ils préfèrent dire c'est le nombre de personnes qui peut éviter un accident ou la mort qui va être mis en avant, au détriment peut-être des mêmes propriétaires du véhicule. Moi, personnellement, pour le même prix, je ne suis pas égoïste, mais tu penses normalement à ta famille et à toi. Entre dire, ok, des gens que je ne connais pas du tout, je vais peut-être préserver leur vie, mais moi, je risque de me prendre un platane et mourir. Est-ce que je vais prendre pour le même prix cette voiture-là, où j'ai moins de chances d'avoir de la sécurité qu'une autre? Je pense qu'à un moyen terme, ils vont voir que leurs ventes vont commencer à baisser par rapport à leurs concurrents. Donc ça va aussi, alors c'est un peu totalement pragmatique, mais je pense aussi qu'il y aura aussi une déviance aussi de l'éthique qu'on peut faire de telle ou telle entreprise en fonction de ça. Et comme ça va être, je pense qu'on reprend l'esprit de d'explicabilité, il va falloir pour que chaque transport autonome ou d'autres choses de système d'information qui est comme un cahier des charges, finalement, une documentation, on en a dit, où en disant, à savoir à laquelle sauce on va être mangé, entre guillemets, et ça va être même dans l'AI Act quelque chose qui va être totalement imposé, et c'est tout à fait normal. Et donc, du coup, je pense qu'à un moment donné, la loi du marché va aussi réguler ça. En bien ou en mal, ça c'est un autre débat. Quand on parle de formation, moi au sein des entreprises, on nous demande de plus en plus, nous on veut incorporer, et c'est souvent ça doit venir des COMEX, des directions, d'un point de vue de la stratégie, en disant nous on veut incorporer véritablement de l'éthique au sein de nos projets digitaux, associés à des valeurs qui nous ressemblent, c'est notre reflet de notre entreprise et qui portent. Nous, on les aide avec mon entreprise, en tout cas, et mes collègues